Cette vidéo est consacrée à la première partie des rappels anatomo-histologiques importants pour ce cours de physiologie respiratoire. Au cours du cycle respiratoire, afin d'arriver aux alvéoles où s'effectuent les échanges gazeux, l'air inspiré doit d'abord traverser les voies aériennes. À l'expiration, l'air expiré suit un trajet inverse des alvéoles vers les voies aériennes et l'air atmosphérique. Comme nous l'apprendrons, ce trajet de va-et-vient nécessaire à assurer la ventilation des alvéoles pulmonaires requiert un certain travail de la part des muscles respiratoires. Nous envisageons d'abord les voies aériennes supérieures, comprenant le nez, la bouche, le pharynx et le larynx. L'inspiration peut se faire par voie nasale ou bucco-nasale. Le nez a pour fonction de réchauffer et d'humidifier l'air. Cette fonction est favorisée par la surface importante des fosses nasales ainsi que leur riche vascularisation. Le nez a également un rôle de filtre, empêchant l'inhalation de grosses particules inhalées grâce aux fibrisses, poils situés à l'entrée des fosses nasales. Au niveau de l'oropharynx, la voie aérienne ne présente pas de structure de soutien rigide et est donc susceptible de se collaber. Il existe des muscles striés comme le génioglosse ou le génio hyoïdien qui ont une action dilatatrice sur la lumière des voies aériennes au niveau de l'oropharynx, empêchant ainsi le collapsus de la voie aérienne à ce niveau. Dans des situations où le tonus des muscles squelettiques diminue, comme par exemple durant le sommeil, la perméabilité des voies aériennes peut être menacée chez certains individus et ainsi favoriser la survenue d'apnées dites obstructives durant le sommeil. Le larynx, outre sa fonction phonatoire, représente également le carrefour aérodigestif. Le mouvement postérieur et crânio-caudal de l'épiglotte lors de la déglutition est essentiel à éviter l'inhalation des ingestats alimentaires, appelées fausses déglutitions. Au-delà des cordes vocales, nous accédons aux voies aériennes inférieures. À partir de la trachée, les voies respiratoires se divisent en branches de diamètre et longueur variables. De la trachée aux bronches, bronchioles, puis aux sacs alvéolaires, on considère qu'il existe environ 23 divisions ou générations de voies aériennes. On parle de zone de conduction pour désigner l'ensemble des voies aériennes inférieures non alvéolisées, de la trachée aux bronchioles terminales. Au-delà des bronchioles terminales, on trouve la zone de transition, puis la zone respiratoire. À partir des bronchioles respiratoires, on voit des alvéoles apparaître, s'abouchant directement à la paroi bronchiolaire et jouant un rôle négligeable dans les échanges gazeux. Il en est de même dans les canaux alvéolaires, et c'est essentiellement dans les sacs alvéolaires qu'ont lieu les échanges gazeux. La zone de conduction et la zone de transition ne participent pas aux échanges gazeux et elles constituent ce que nous appelons l'espace mort anatomique, représentant un volume de plus ou moins 150 ml, soit environ 30% du volume total inspiré à chaque cycle respiratoire au repos. Même si le diamètre de la lumière des bronches diminue progressivement à chaque division, la somme des diamètres augmente par contre de manière quasi-exponentielle dans le science crânio-caudale pour une même génération de voies aériennes. Le diamètre de la trachée est ainsi d'environ 2,5 cm² seulement, alors que le diamètre total des voies respiratoires atteint environ 180 cm² au niveau des bronchioles terminales pour atteindre jusqu'à 1 m² au niveau des sacs alvéolaires. En conséquence, la résistance à l'écoulement de l'air est plus élevée dans la trachée qu'en aval de celle-ci, elle diminue donc de haut en bas. La trachée et les bronches se distinguent des bronchioles par la présence de cartilage assurant un soutien rigide aux voies aériennes, ainsi que de glandes sous-muqueuses. Les cartilages trachéaux sont circonférentiels mais incomplets, leur donnant une forme de fer à cheval, ouvert en arrière. La lumière de la trachée et des bronches est bordée d'un épithélium pseudostratifié,
où les cellules ciliées sont majoritaires. L'épithélium bronchique comprend également des cellules caliciformes sécrétant du mucus, des cellules séreuses et des cellules basales. Le battement des cils permet de remonter le tapis muqueux sécrété par les cellules caliciformes et les glandes sous-muqueuses vers le larynx. Ce tapis muqueux permet d'humidifier l'air, d'éviter la dessiccation de la muqueuse bronchique et d'intercepter des particules véhiculées par l'air inspiré. Il existe des cellules musculaires lisses dans la paroi, limitées à la bande postérieure dans la trachée, formant une couche circonférentielle mais peu organisée dans les bronches. La couche musculaire lisse siège en profondeur de la muqueuse et son importance augmente relativement au fur et à mesure que le cartilage et le diamètre des bronches diminuent. Elle est ainsi la plus importante au niveau des bronchioles terminales. Son tonus est régulé par le système nerveux autonome et par des médiateurs locaux, comme nous y reviendrons plus tard. Au niveau bronchiolaire, on retrouve également un épithélium comprenant un grand nombre de cellules ciliées. On y trouve plus de soutien solide cartilagineux, il s'agit donc également d'une zone des voies aériennes susceptible au collapsus, c'est-à-dire une fermeture de la lumière de la voie aérienne comme au niveau de l'oropharynx. Nous verrons plus tard que les bronchioles sont maintenues ouvertes grâce à la pression de recul élastique du poumon, exerçant une traction radiaire via les attaches de l'interstitium interalvéolaire au niveau des parois bronchiolaires. Le muscle lisse bronchiolaire est mieux organisé, circonférentiel et susceptible, lorsqu'il se contracte, de réduire significativement la lumière bronchiolaire. Les bronchioles terminales sont la dernière génération bronchique sans alvéoles. L'ensemble des bronches non alvéolisées est appelé zone de conduction. Au-delà des bronchioles terminales, on pénètre dans la zone de transition avec les bronchioles respiratoires, puis la zone respiratoire avec les canaux alvéolaires et enfin les sacs alvéolaires où les alvéoles sont encorbellés par des capillaires pulmonaires. C'est la zone des échanges gazeux. Le réseau alvéolaire doit se concevoir comme un réseau en 3 dimensions de septas interalvéolaires ressemblant à un nid d'abeille, représenté sur l'image de gauche. Ce réseau dit interstitiel pulmonaire interagit mécaniquement avec les bronchioles via les attaches alvéolaires. Nous y reviendrons plus tard. La sinus pulmonaire est l'unité fonctionnelle du poumon et inclut toutes les structures se trouvant en aval d'une bronchiole respiratoire. La plus grande partie de la surface alvéolaire est tapissée par les pneumocytes de type 1. L'épaisseur minime de leur cytoplasme les rend particulièrement adaptés aux échanges gazeux. Les pneumocytes de type 2 sont, eux, cuboïdes, couvrant environ seulement 5% de la surface alvéolaire, et ils sécrètent le surfactant. L'espace séparant les pneumocytes de la membrane cellulaire des cellules endothéliales des capillaires pulmonaires est réduit à sa plus simple expression, contenant seulement quelques fibres élastiques et collagènes. Ainsi, l'épaisseur de ce que l'on appelle la membrane alvéolo-capillaire qui sépare l'espace alvéolaire de la lumière capillaire est très réduite, inférieure au micron, nettement inférieure à l'épaisseur d'une feuille de papier, comme représenté à l'écran. Les échanges gazeux s'effectuant par diffusion simple, le fonctionnement de l'unité fonctionnelle d'échange gazeux qu'est l'unité alvéolo-capillaire est donc rendu optimal. La loi de Fick, qui régit les échanges transmembranaires par diffusion simple, permet d'apprécier que le poumon remplit toutes les conditions pour permettre une excellente diffusion des gaz à travers la membrane alvéolo-capillaire. Le débit du gaz traversant la membrane considérée est en effet proportionnel à D, le coefficient de diffusion du gaz à travers la membrane qui dépend des propriétés du gaz ainsi que de la membrane à traverser, à S, qui est la surface de la membrane, à delta P, qui est le gradient de pression partielle du gaz de part et d'autre de la membrane à traverser, et inversement proportionnel à l'épaisseur de cette membrane. La surface alvéolaire totale est d'environ 80 m²,
soit la taille d'un demi-terrain de tennis. Si l'épaisseur très réduite des septas interalvéolaires est un avantage indéniable pour assurer les échanges gazeux au niveau pulmonaire, elle n'est pas sans présenter certains inconvénients, puisque ces septas sont soumis à des contraintes mécaniques incessantes, associées à des tensions mécaniques, elles-mêmes liées aux variations des pressions intra-alvéolaires et intrapleurales au cours du cycle respiratoire. La faible épaisseur de la membrane alvéolo-capillaire la rend également plus perméable en cas d'augmentation de la pression hydrostatique dans les capillaires pulmonaires. Ceci survient en cas de défaillance ou d'insuffisance cardiaque gauche associée à une augmentation de la pression hydrostatique dans les cavités gauches et par répercussion dans les capillaires pulmonaires. Si cette pression hydrostatique devient supérieure à la pression oncotique régnant dans les capillaires pulmonaires, il existe alors un risque de transudation de liquide vers le compartiment interstitiel pulmonaire, voire ensuite dans le compartiment alvéolaire. C'est ce qu'on appellera l'œdème pulmonaire cardiogénique.